Et en fait, on s'intéresse à des très petits ravageurs. Et donc là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de la détection sur des insectes qui sont de l'ordre du millimètre. Oui, j'imagine là, il y a des défis techniques particuliers à relever. Oui, c'est le sujet un peu de la présentation du jour. En fait, on suit donc des ravageurs des cultures assez nombreux. Là, on va se focaliser sur quatre qui sont les trips, les pucerons, les cicadelles et les aleurodes. Mais on suit aussi les auxiliaires associés qu'on lâche. Donc, dans le cadre de lutte biologique par augmentation, mais aussi par conservation, parce qu'on a des infrastructures autour de la station de recherche. Alors, en fait, c'est assez simple. On pose des panneaux chromatiques englués qui piègent toute la diversité volante Ouais. qui est dans la Tout ce serre. qui passe par là peut venir s'engluer sur ces panneaux jaunes, en l'occurrence. Voilà. Et après, on fait des comptages. Et après, on compte. Donc, c'est long. C'est un peu technique parce qu'il faut quand même avoir une connaissance un peu entomologique élargie Ouais, de puis ce qu'il y a. j'imagine que l'insecte s'abîme en plus Voilà. au contact de la planche engluée, donc il s'arrache une aile ou autre, et donc du coup c'est peut-être moins facile de le reconnaître. Exactement. On a bien ciblé le problème, c'est-à-dire qu'il peut se dessécher, donc on n'a pas forcément toujours une identification correcte. Il peut bouger, il peut avoir été consommé aussi par une araignée, par exemple, donc on n'en voit plus que des morceaux. Donc souvent on fait ça sous la loupe binoculaire, mais c'est vrai que on a commencé à travailler sur un outil numérique qui pourrait nous permettre d'améliorer la fréquence des observations et le suivi de manière plus détaillée. Alors, on parlait des indicateurs de suivi. Alors, ça, c'est juste un petit graphique pour montrer. On fait pas des relevés si fréquemment que ça parce que c'est quand même assez long. Donc là, on a fait un suivi durant toute une année dans notre serre de recherche et tous les mois, on compte ce qu'on trouve sur les panneaux englués. Donc, qu'est-ce Mais qu'on là, compte? encore une fois, on est à la mano hein, Ouais. à ce stade. À ce stade, on est toujours à la main. En fait, l'expérimentation qui a été menée dans le cadre du programme régional Nouvelle-Aquitaine a consisté à comparer un peu ce qu'on dénombrait, nous, de manière à la main ou à la loupe binoculaire, et de ce qu'on peut faire compter à un piège pour que ça colle au mieux et que les algorithmes derrière soient développés pour que ça identifie bien ce que nous, on compte. Donc après, on identifie au genre, parfois l'espèce, en fonction de si on sait ce qu'il y a bien dans notre serre, la quantité, le dénombrement de ce qu'il y a, comment on les piège dans le temps. Alors, vous voyez bien qu'avec ce genre de graphique, c'est pas très précis parce qu'on a une notation, une cumule sur le mois et pas de semaine en semaine. Alors là, la différence entre tout ce qui est plus ou moins rouge et tout ce qui est plus ou moins vert, c'est plutôt un ratio entre ce qui est ravageur et ce qui est auxiliaire. Et c'est aussi ça qu'on va vouloir essayer de travailler. C'est pas uniquement de piéger un ravageur, mais aussi sa cohorte qui lui est associée pour essayer de voir si on a des choses qui sont bien installées en termes de lutte biologique sur la parcelle. Et encore une fois, de gérer ces équilibres, hein, qui est toute la logique du biocontrôle, c'est de gérer des équilibres de population entre ravageurs et auxiliaires, et plutôt que d'être dans une logique d'éradication. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de mesurer et d'évaluer les populations sur les deux types, ravageurs comme auxiliaires, pour essayer d'identifier quel est le bon seuil, j'imagine. C'est ça, parce qu'en fait, on lâche aussi beaucoup d'auxiliaires dans nos serres. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est aussi s'ils sont bien implantés et si le contrôle, il est lié, par exemple, à des traitements de biocontrôle qu'on va pouvoir faire dans nos serres ou aussi un contrôle biologique qui est fait par les macro-organismes. Donc, souvent, en fait, les stratégies, elles sont multiples pour gérer un ravageur. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des indicateurs pour vérifier si ce que l'on fait, ça permet de limiter les invasions des ravageurs. Donc tout ça, ça a ses limites en comptage manuel, ne serait-ce qu'en temps de comptage, en effet opérateur, en réplicabilité. Et c'est pour ça qu'on a travaillé une collaboration avec Cap 2020 et je vais passer la parole à Julien qui va vous en dire plus. Ouais, Julien, donc je le rappelle, tu es directeur technique, responsable technique chez Cap 2020. Ton boulot, du coup, c'est d'identifier des solutions numériques qui permettent d'alléger les contraintes distance, temps, expertise, qui viennent d'être évoquées par Émilie, dans une logique aussi de pouvoir demain établir peut-être des seuils de déclenchement d'actions préventives ou curatives. Ces travaux, ces collaborations avec Astrador, elles s'inscrivent dans le cadre de collaboration étroite et pluriannuelle. Oui, tout à fait. Alors, on travaille avec Astrador depuis 2019 sur des sujets au départ assez opérationnels, de suivi de gros ravageurs. Et progressivement, cette problématique de suivi de petits ravageurs et de détermination des ratios, des équilibres, etc. est apparue. Et c'est un challenge, et c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite travailler avec Astrador et avoir une collaboration à long terme avec eux. C'est un contexte, comme a montré Émilie, qui est quand même assez complexe, il y a beaucoup de facteurs qui sont à l'œuvre, et surtout c'est un challenge technique
Donc on est sur des très petits ravageurs et auxiliaires. Moi j'appelle ça des TPR et A. Ça faut nous je vais le expliquer, du reprendre. coup. Ah, tu vas nous l'expliquer. Très petits ravageurs et auxiliaires. Voilà, Ah, tout simplement. Voilà. Donc ça rentre dans le cadre de différentes actions qu'on mène, notamment un projet qui s'appelle Isambio chez nous et un projet région chez Astredor. Alors il y a différentes approches pour monitorer les populations de très petits ravageurs. Nous on va se focaliser ici sur l'approche par analyse d'image. On a un petit peu vu cette approche-là ce matin, notamment sur les plantes. Il y a pas mal de solutions qui existent. Il y a pas mal de solutions qui ont été testées par Astredor. Il y en a peu qui performent sur ces ravageurs-là puisqu'ils sont très petits. Donc moi je vais vous présenter un petit peu comment on résout le challenge technique. Quand on fait du monitoring classique, on a une activité en maraîchage, en grande culture, en arboriculture, etc. Le plus compliqué, c'est pas finalement de développer une classification sur un piège connecté, puisque nous on va parler de piège connecté ici, qui est fiable. C'est plutôt, on va pas dire facile, parce qu'au quotidien ça peut être compliqué, mais le plus compliqué, c'est d'attirer le ravageur et de le capturer de façon répétable pour avoir une surveillance d'un territoire efficace. Quand on est sur du très petit ravageur et auxiliaire, le plus compliqué, c'est de développer une classification embarquée fiable. On va voir un petit peu ce qui rentre en jeu ici. Parce que attirer et capturer le ravageur de façon répétable, c'est quelque chose qui est fait au quotidien par les équipes d'Astredor et c'est quelque chose qui est maîtrisé. Donc monitoring classique versus monitoring très petit ravageur et auxiliaire. Donc on voit la différence de taille. C'est des images qui sont prises à la même échelle par nos dispositifs. Donc on voit qu'on a une richesse d'informations qui est bien plus grande quand le ravageur est plus grand. Là, j'enfonce une porte ouverte, ça paraît assez logique. Et donc pour suivre les très petits ravageurs et auxiliaires, il va falloir une qualité d'image très bonne, une qualité d'éclairage aussi très bonne et très répétable, et également une qualité de l'apprentissage, puisque à l'intérieur du piège, il y a un modèle d'intelligence artificielle, un réseau de neurones qu'il faut entraîner correctement pour pouvoir avoir le moins d'erreurs possible. C'est ça qui va garantir la fiabilité et la robustesse de la classification, et c'est ça qu'on cherche. Alors c'est un challenge qu'on a déjà relevé par le passé. Un petit exemple, c'est l'exemple de l'IMACAP qu'on a développé pour 200 Gosses, qui est une entreprise qui produit des produits phytosanitaires et de biocontrôle. Sur cette image-là, je vais vous laisser un petit moment pour la détecter. Il y a une limace de 4 mm. Bon, on la voit pas, hein, je vous le dis tout de suite. Ah. Elle est ici. Une limace de 3 mm, même à une distance de 80 cm. Donc on parvient avec le dispositif à identifier du très très petit, avec très très peu d'informations. Bon, on se base aussi sur le fait que la limace, contrairement à un trip sur un panneau englué, elle se déplace. On a profité ça, évidemment, pour la détecter, et c'est comme ça qu'on avait résolu ce problème. Là, on est sur une problématique un petit peu différente. Il va falloir faire une très bonne labellisation des différents individus qu'on va chercher à reconnaître, des différentes espèces. Là, tu parles de la base de données d'apprentissage. Exactement. Et donc, vous allez labelliser une photo, c'est-à-dire de dire, telle photo qui a été prise correspond à tel et tel insecte, et c'est ça qui va permettre à l'algorithme d'apprendre et de devenir, on va dire, autonome, entre guillemets, dans le travail d'identification. Et avec une qualité de classification qui est aussi bonne ou meilleure, parce qu'on n'aura plus l'effet opérateur que ce qui peut être fait sur le terrain, sur la loupe bino, comme le décrivait Émilie. Donc, ce passage labellisation loupe bino, il faut quand même le faire. Et donc, pour le faire, on a fait avec des plaques naturelles qu'on mettait sur les unités de production chez Astredor, et également des éclosions en milieu contrôlé. Par exemple, pour tout ce qui est biocontrôle, on peut les faire éclore en milieu contrôlé. L'avantage, c'est que tout ce qu'on capture, c'est l'auxiliaire en question, et donc ça permet de générer un jeu d'apprentissage beaucoup plus facilement de cette façon-là. Oui, avec pas trop de bruit, on va dire, sur ces images, parce que on sait a priori ce que c'est. Exactement. Parce que toutes les erreurs qu'on fait en apprentissage, elles vont se répercuter sur les erreurs qu'on fera ensuite dans ce qu'on appelle les prédictions, c'est-à-dire une fois que le dispositif part sur le terrain, lui, il fera des prédictions à partir de l'apprentissage qu'il aura eu. Donc on a mis en place de quoi faire un apprentissage, ou des apprentissages, on va dire, de façon massive, pour pouvoir avoir la meilleure performance possible, donc avec des validations qui se font en permanence pour obtenir le meilleur modèle possible. Et une autre difficulté qui se pose, c'est que nous, habituellement, on fait du suivi de ravageurs, donc on a le ravageur et puis tout ce qui n'est pas le ravageur, donc deux classes principalement, donc on peut avoir des faux négatifs ou des faux positifs. Alors selon le contexte, des fois c'est le faux positif qui est embêtant, des fois c'est le faux négatif, la plupart du temps c'est le faux positif. Mais quand on est en monitoring de très petits ravageurs et auxiliaires, on a beaucoup de classes, donc
tout ce qui sera des erreurs, ça va donner des confusions. C'est-à-dire qu'on va potentiellement attribuer une prédiction mauvaise, c'est-à-dire attribuer une mauvaise classification qui aura une répercussion notamment assez massive sur tout ce qui va être calcul de ratio. Donc le but, c'est d'avoir le meilleur ratio possible et donc le moins d'erreurs possible dans la classification. C'est une autre part du challenge technique de cette application. Donc on est arrivé à des résultats. Là, je vous présente les résultats sur 5 classes qu'on a obtenus en 2022. On a fait un nouveau jeu d'apprentissage en 2023 qui va permettre, je l'espère, d'améliorer ces résultats. Mais on voit qu'on obtient déjà des résultats qui sont très corrects. Donc ce sont les bonnes classifications qui sont sur la diagonale, les mauvaises qui s'écartent de la diagonale, donc des mauvaises attributions aux classes. Et on voit le F-mesure qui, en intelligence artificielle, résume un petit peu la qualité de la classification, qui a des niveaux, on va dire, assez satisfaisants sur la plupart des classes, même si sur certaines, on est encore un petit peu en retrait. Là, on est d'accord que c'est post-apprentissage. Hein. C'est une fois que l'algorithme a été entraîné, et là, on est en situation prédictive. Comme exactement. Donc ça, c'est ce qu'on peut attendre comme qualité de classification d'un dispositif comme celui-là qui est sur le terrain. L'objectif, nous, c'est d'atteindre 95%, on va dire. C'est la valeur qu'on cherche à atteindre sur les différentes classifications qu'on fait. Et en 2023, des classes additionnelles qu'on a rajoutées, hein, notamment des classes issues d'auxiliaires qui peuvent être amenées par le biocontrôle, et en vue donc calcul automatisé en temps réel d'indicateurs et de ratios fiables, puisque c'est les indicateurs qui sont ensuite utiles pour faire le suivi à distance de la population qui est présente. Et alors, il y a un autre volet qui est important, hein, c'est l'adaptation au contexte. Hein, donc, il faut adapter le dispositif au contexte. C'est pas le tout d'avoir une caméra. Il faut aussi la conformer, on va dire, sur un dispositif qui est le plus proche possible de celui qui est utilisé au quotidien, puisque généralement, nos clients, ils continuent à faire du relevé manuel. Il faut qu'ils aient des choses comparables et il faut qu'ils puissent continuer à utiliser les différents seuils qu'ils ont déterminés. Donc, il faut se rapprocher le plus possible de la façon dont le ravageur est capturé. Ouais, donc vous venez vous insérer dans les situations d'usage actuelles plutôt que de créer une nouvelle situation. Exactement. Donc là, il y a l'apport de l'impression 3D pour l'adaptation au contexte. On est parti de notre dispositif qu'on utilise en grande culture, qui est un piège delta classique, hein, comme celui qu'on voit tout à gauche, là. À gauche. Et puis ensuite, du développement incrémental, on va dire, de dispositifs qui vont le plus proche possible de ce qui est utilisé sur le terrain. Et on est arrivé au dispositif qu'on voit donc sur la droite pour faire ce suivi là au quotidien. Donc on espère qu'on retrouve ici en salle. Ici, exactement. Voilà. Ouais. Sauf que là, bien sûr, il n'y a pas la plaque jaune. Non, là il y a encore la mire qui sert à déterminer au moment où on le produit que la qualité d'image est suffisante pour cette application-là, parce qu'on vise une qualité d'image un peu supérieure à ce qu'on cherche à obtenir plutôt sur le suivi de gros ravageurs. Donc voilà en quelques mots comment on a tenté de résoudre en tout cas cette problématique-là et ce challenge-là. Et je vais donc repasser la parole pour un mot de conclusion à Émilie. Oui, Émilie, justement, quelles sont les perspectives qui sont ouvertes par ce type d'outils? En fait, on a testé un panel d'outils pour cet aspect très petit ravageur. Aujourd'hui, sur le marché, il existe un certain nombre d'outils. Le matériel, il est disponible, il est opérationnel. Il évolue aussi assez rapidement. En fait, on voit aussi que c'est encore un matériel qui est en développement sur le terrain. Mais d'un point de vue matériel, l'opération, elle est faisable. Et c'est pas une opération qui va remplacer l'humain, mais vraiment qui va répondre à un besoin qui est aujourd'hui une tâche qui est pas peu réalisée sur les exploitations. Oui, parce que trop chronophage et un peu pénible, quoi. En fait, la principale difficulté, c'est que en fait on a testé 3 types de matériel pour les très petits ravageurs et qui correspondent à 3 fournisseurs différents qui avaient eu un petit peu la même approche, c'est-à-dire travailler sur des gros ravageurs et avoir une descente d'échelle. Et on se rend compte que finalement, la principale limite, ça reste l'algorithme et l'algorithme de comptage derrière qui reste le plus limité. Parce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces algorithmes, ils sont adaptés aux besoins que l'utilisateur il a demandé. Aujourd'hui, si l'utilisateur il n'a pas demandé à identifier des pucerons ailés, il va pas forcément l'obtenir. Donc certains vont plus être adaptés à faire du suivi, mettons en culture de tomates sous serre et suivre des alérodes, alors que d'autres vont plutôt être enclins à suivre, mettons, des pucerons au champ. Et enfin, je dirais que donc
quand on veut travailler sur ce genre d'outils, il faut bien prendre en compte le matériel, donc le logiciel qui va permettre de faire ces comptages, et puis aussi travailler avec une équipe de service qui est enclin à faire du développement, et ça, je remercie beaucoup Cap20 pour ça, de travailler aussi, d'être réactif sur des soucis qu'on rencontre ou des choses qu'on n'avait pas envisagées, comme par exemple, je me répète, mais la prédation par les araignées est parfois quelque chose d'inattendu, mais qui gêne beaucoup les résultats. Et si la technologie répond aujourd'hui à ces mesures de biodiversité, ça dépend essentiellement de la fiabilité de la technologie derrière le comptage. Mais ça répond quand même aux besoins et à la culture de l'indicateur qu'on a besoin aussi de faire monter en puissance pour mieux comprendre et faire interagir les systèmes. Et donc, pour finir, je dirais que ces outils numériques, en fait, c'est des briques technologiques supplémentaires qui nous permettent d'améliorer notre suivi au champ. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un meilleur monitoring sur le nombre des espèces, la fréquence des suivis, comme on l'expliquait, et une meilleure compréhension des systèmes et des dynamiques entre les ravageurs et les auxiliaires. Par exemple, on avait parlé lors de la préparation de ton intervention. Imaginez comment, mieux percevoir la dynamique de transfert de la haie qui hébergerait des auxiliaires à la parcelle, parce que c'est bien beau d'avoir plein d'auxiliaires dans la haie, mais c'est la protection de l'intérieur de la parcelle qui nous intéresse. Complètement, et puis on a certains ravageurs qui vont agir de nuit aussi, donc on n'est pas forcément là pour les monitorer, ou on a des difficultés à les retrouver, et puis ils sont quand même, il faut savoir où les chercher. Et puis, alors là, sur la photo, ce qu'on représente, c'est une culture d'arbres en gouttière qu'on a sur la station, et on y a mis des bandes fleuries, mais on connaît pas encore très bien les interactions qui va de la bande, à quel moment, pourquoi et lesquelles. Bon, les limites aujourd'hui, elles sont quand même de bien cibler les besoins et ce qu'on veut suivre, parce que Julien a présenté des résultats, par exemple, sur les guêpes parasitoïdes. Les guêpes parasitoïdes, ça englobe un tellement grand nombre d'insectes que c'est pour ça que c'est pas fiable aujourd'hui. Donc, il faudra probablement des chambres d'échelle et dire quelle espèce on veut suivre, par exemple. La limite, ça reste aussi quand même quelque part une dépendance au numérique, même si ces solutions aujourd'hui, elles sont plus low-tech que vraiment high-tech. On peut quand même, avec un budget raisonnable, pouvoir suivre des ravageurs et des auxiliaires. Et puis, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est aussi une question d'interopérabilité des outils, parce qu'aujourd'hui, on va avoir un outil pour visualiser ce qu'on observe sur la parcelle, un outil pour ce qu'il y a sur les pièges, et puis un outil de gestion météo, et c'est à nous d'agréger les données, et c'est vrai qu'à plus long terme, ce qu'on voudrait, c'est un outil qui permette d'englober tout ça.